Bonjour et bienvenue sur Génération Impact, l'émission qui met en lumière les familles entrepreneuriales pour comprendre avec elles leur organisation au prisme de 3 cercles, que sont le cercle de l'entreprise, le cercle des actionnaires et celui de la famille. Elles nous partagent leurs enjeux de transition, mais également de transmission, et comment elles intègrent les enjeux de la RSE avec la nouvelle génération à bord. Je reçois aujourd'hui Édouard de Saint-Pierre, de la maison familiale Lombardier. Bonjour Édouard. Bonjour Julien. Édouard, je suis vraiment ravi de te recevoir dans cette émission. Ça fait un moment qu'on y pensait. Est-ce que tu peux nous présenter ta famille en 1 minute? C'est la tradition de cette émission. Et puis ensuite, on va prendre le temps de découvrir cette magnifique histoire. Allez, 1 minute pour décrire 230 ans d'histoire, puisque Lombardier, c'est une maison d'investissement familiale. Alors, maison d'investissement, pourquoi? Parce que 3 lignes de métier, de la gestion de patrimoine, de la gestion d'actifs, de l'asset management et une activité technologique. Cette maison représente aujourd'hui 350 milliards d'euros sous gestion, 3000 employés et une présence dans 25 pays. Maison d'investissement, mais maison familiale aussi, puisque c'est une maison qui a été créée en 1796 à Genève, et c'est une maison familiale puisque c'est Lombard, Odier, Darrier, Hench, 4 familles fondatrices, plus la famille Bonnat, qui était à l'origine de cette maison, et c'est une maison qui a la particularité d'avoir déjà été transmise 7 fois. Donc on a plaisir d'être une maison d'entrepreneurs pour les entrepreneurs avec leur famille, et c'est vrai que dans le groupe, on a des clients qu'on suit depuis déjà quasiment 5 générations. Si je peux me permettre un dernier commentaire, la dimension de maison. La dimension de maison pour nous est extrêmement importante parce que c'est le bâtiment, la maison évidemment, c'est les lieux qu'on habite, mais c'est habité par une famille et ça je pense que ça va être le sujet du jour. Et puis finalement c'est une expertise de l'artisanat et c'est comme ça qu'on voit le métier qu'on exerce. Bien, on va passer une petite heure ensemble pour découvrir cette histoire. Et donc, c'est le moment d'une histoire de famille. Alors, Édouard, est-ce que tu peux me raconter un peu cette histoire familiale incroyable et moi, j'aime bien parler de récit. Ce qui m'intéresse quand je reçois des membres de la famille, c'est comment le récit de la famille se raconte, à la fois au sein de la famille, mais aussi auprès de ses actionnaires et de ses clients. Alors, je vais me prêter à l'exercice. Mais tu l'auras compris, ce n'est pas l'histoire d'une seule famille, mais de plusieurs. Exactement. La maison, comme je te le disais, a été créée en 1796 à Genève. Ces familles fondatrices qui ont créé la maison au début du 19e siècle étaient liées par des liens familiaux, par des mariages, et aussi par des intérêts communs, une vision des affaires qui fait que tout ça s'entremêlait. Les fondateurs historiques de la maison sont Henri Hench et Jean-Gédéon Lombard, et qui étaient d'ailleurs cousins par alliance. Donc on voit déjà ce mélange de l'histoire familiale et de l'activité business. Et d'ailleurs, et pour une raison que je vous expliquerai après, ils vont venir à se séparer quasiment 2 ans après s'être associés, en 1800. Et ce qui est assez amusant, ils se séparent, ils créent 2 banques, la banque Hench, la banque Lombard, qui, 2 siècles plus tard, en 2002, viendront refusionner pour créer la maison aujourd'hui Lombard, Odier, Darrier, Hench. Incroyable. Donc ça, c'est assez intéressant. Je crois qu'une des caractéristiques, on ne peut pas parler d'histoire familiale sans parler aussi des profils extérieurs, et on se rend compte que très tôt, dans l'organisation de ces maisons, on s'est rendu compte de l'importance d'avoir des gens externes aussi aux familles pour venir apporter compétences, expériences qu'on n'avait peut-être pas forcément dans les équipes. Donc cette dimension, elle arrive très tôt. Donc c'est 4 familles, 5 familles fondatrices, mais derrière, c'est aussi une galaxie d'associés gérants. On aura l'opportunité de parler de gouvernance qui vont se succéder. Et donc au début, c'est quoi le métier? Donc c'est essentiellement en Suisse ou ça va très vite à l'international? Comment ça se passe? Alors, c'est intéressant. Il y a un lien extrêmement fort
entre cette maison et la France. Mais pour ça, il faut remonter un tout petit peu, puisque je vais te parler de l'édit de Nantes. Hein, on est en 1685, où les Huguenots français étaient persécutés. Et donc, Sucrous, ça a créé une diaspora d'Huguenots français. Et 4000 d'entre eux s'établissent dans la cité de Calvin, à Genève, dont une famille qui nous est chère et importante, qui est la famille Odier. Donc, on voit déjà ce premier rapport-là. Et ironie de l'histoire, et quand on parle d'histoire familiale, on est obligé de parler de l'histoire en tant que telle. Le roi Soleil, qui avait été celui qui avait persécuté ces Huguenots, en fait, fera la richesse de ces banquiers genevois, puisque, à travers ces guerres incessantes, ayant un petit peu vidé les caisses du royaume, s'est vu obligé d'aller emprunter, et notamment venir emprunter à Genève. Donc on voit déjà les fondamentaux de l'histoire entre la cité de Genève, nos familles et le royaume de France. Évidemment arrive un événement extrêmement important qui est la Révolution française, 1789, qui met un terme aux années fastes. Pourquoi ? Parce que les créanciers sont soit emprisonnés, soit décapités. Donc évidemment, pas des bonnes nouvelles pour le business, c'est la catastrophe. Et ça commence une période assez trouble pour cette activité. D'ailleurs, cette période va se prolonger jusqu'à 1798, quand Genève sera annexée et deviendra ville française. Ah, ok. Et donc là, on revient sur l'histoire familiale, puisque Henri Hensch, fondateur de la maison en 1796, se rend compte que dans ce contexte-là, si on veut exister, en fait, on est obligé d'exister à Paris. D'où cette première démarche et ambition de devenir une maison à une échelle francophone et de venir s'établir à Paris. Donc c'est la première succursale, c'est Paris, quoi, finalement. Donc c'est Paris. Et d'ailleurs, c'était la raison, et je vous parlais de la séparation entre les deux premiers associés qui étaient Jean-Gédéon Lombard et Henri Hensch, c'est la raison de leur séparation. En parfaite bonne entente, mais Jean-Gédéon Lombard voulait rester à Genève et Henri Hensch avait l'ambition de monter à Paris. Il monte deux institutions bancaires à Paris et au cours du 19e, c'est assez intéressant parce qu'on voit qu'il y a du succès et ce succès viendra surtout du financement des canaux et des voies de chemin de fer qui vont relier les gisements de charbon aux grandes villes que sont Paris et Lyon. Donc, vous voyez, là, on arrive de nouveau dans la dimension business et qui permet à ces maisons de fleurir à Paris. Génial. Et si je peux me permettre, parce que c'est important si je continue l'histoire, parce que son petit-fils, qui s'appelle Édouard Hensch, a été quelqu'un d'assez émérite à Paris, puisqu'il a été le fondateur et un des premiers administrateurs d'une banque qui était assez prémisse, qui s'appelle la Société Générale. Et il était petite entreprise, et il était administrateur de la Société Générale alors qu'il n'avait que 35 ans. Et à cette même époque, il présidait une banque qui s'appelait le Comptoir d'Escompte de Paris, qui deviendra une autre petite banque qui s'appelle BNP Paribas. Vous voyez ? Intéressant. Génial. C'est intéressant parce que les académiques ont beaucoup étudié ce qui fait que des familles entrepreneuriales, et elles ont toutes des formes différentes, et dans ton histoire, c'est 4 voire 5 familles qui se lient et qui développent ce projet-là. Ce que les académiques ont démontré, c'est que celles qui arrivent à passer les générations, et ils l'ont découvert dans toutes les cultures, donc ce n'est pas lié à un pays ou à une culture, elles font quelque chose que ne font pas les autres, elles développent une orientation entrepreneuriale distinctive à chaque génération. Et là, on voit les entrepreneurs, en fait. On sent bien que, moi, je sens qu'il y a un truc à faire en France, j'y vais, toi, tu n'es pas d'accord, mais finalement, c'est pas grave. Je prends mes risques, je développe les choses, et ça m'amène finalement à être dans les premières pierres de la Société Générale. Absolument. Quand on voit ce que cette entreprise est devenue, c'est quand même assez incroyable. Et si je peux réagir à ce que tu dis, parce que je me retrouve parfaitement dans ce que tu dis pour avoir vu et étudié un petit peu cette histoire-là, c'est aussi la culture de l'échec. Et de savoir accepter l'échec et de savoir rebondir. Et c'est intéressant parce qu'il y a un exemple qui est assez parlant. Et si je te reparle de Édouard Hensch, donc on parle du financier parisien successful, hein, on vient d'en parler. Sauf que arrive, et si je ne m'abuse, en 1889, sur la crise des cuivres.
et qui va aplatir le système bancaire. Et on parlait du comptoir d'escompte de Paris qui fera faillite. Et en fait, Édouard Rensch viendra même recapitaliser la banque avec sa fortune personnelle. Ok. Donc c'est assez intéressant de voir. Pour moi, il y a plusieurs leçons. Hein. C'est cette capacité de rebondir quand il y a l'échec, de savoir prendre le risque et aussi de pouvoir de réinvestir ses propres deniers, démontre aussi d'un engagement à 100%. Comment, donc après, on arrive tout doucement vers le XXe siècle. Oui. Ce XXe siècle, c'est quoi la dynamique de toutes ces familles? Oui. Les familiaux sont présents, ça continue à être une aventure entrepreneuriale. Oui. Il y a la crise de 29, il y a plusieurs guerres. Comment ça se passe pour vous à ce moment-là? Alors c'est intéressant et je pense qu'on pourra y revenir dans le contexte aussi de la gouvernance parce qu'elle est extrêmement importante dans la gestion de l'entreprise. Mais il y a une vraie culture de la prudence dans cette maison. Et cette culture de la prudence qui est d'ailleurs intéressante parce que dès 1800, dans les statuts de l'entreprise, sont déjà intégrées des questions de gestion des risques. Okay. Et qui vont te paraître aujourd'hui parfaitement naturels, mais des éléments de diversification, des éléments de sélection rigoureuse des contreparties avec lesquelles on travaille, et des éléments de capitalisation, de mise à disposition des fonds propres dans la maison. Et donc ces quelques principes qui sont extrêmement ancrés dans notre maison aujourd'hui. Et on parle du 20e. Si je fais un fast-forward à aujourd'hui même, on a un ratio de capitalisation de fonds propres de la maison de quasiment 30%, ou un peu plus de 30%, ce qui est, dans notre industrie, ce qui n'existe pas. Ouais. Et en fait, qu'est-ce que ça traduit? C'est justement cette volonté d'être prudent, résilient. Et donc, je reviens sur l'histoire du 20e et à ta question. La réalité, c'est que ces principes-là permettent de survivre à des très grands chamboulements qu'il y a eu pendant le XXe siècle, notamment 2 guerres mondiales. C'est marrant parce que ça, tu le retrouves dans toutes les entreprises familiales. Alors là, c'est différent parce que vous, votre business, c'est un business très financier. Donc, mais celles qui sont dans des entreprises plus productives, les fameuses ETI françaises, elles ont souvent un déséquilibre important entre la fortune professionnelle et la fortune personnelle. Ouais. Et du coup, elles sont effectivement beaucoup plus résilientes en période de crise parce qu'en fait, tout le magot est dans l'entreprise. D'une certaine manière, elles ont tout sur le rouge. Mais on sent que ça crée aussi cet ADN de l'investissement long terme. Il n'y a pas besoin de ce retour investissement immédiat. Et les principes et les valeurs que tu as évoquées, en fait, sont parfois plus importants, y compris le capital réputationnel, qu'un gain financier ou une réussite entrepreneuriale. Absolument. Toi, et si je peux me permettre encore une réaction que je trouve intéressante, cette résilience, elle est éminemment importante. Ce respect de l'ADN, évidemment, quelque part, les recettes qui ont fait que ces maisons ont réussi à perdurer à travers le temps et à résister à ces très grandes crises. Ça, c'est extrêmement important, mais il faut complètement le mettre en lumière. Pour moi, c'est une tension positive, hein, c'est 2 aimants qui s'attirent et qui se repoussent. Il faut mettre ça en rapport avec justement la culture de l'innovation et cette capacité de justement pouvoir s'adapter à son environnement, comprendre les enjeux de son époque, évoluer avec les besoins, les habitudes, les enjeux de son époque. Et donc, c'est cette tension positive qui permet, je crois, à ces business familiaux de continuer à évoluer à travers le temps. Parce que, de nouveau, si c'est que de la résilience et rester immobile, en fait, ces maisons n'existeraient plus. Bien sûr. Très clairement. On arrive tout doucement vers la fin du XXe siècle, donc tu dois être tout jeune. Quand tu es gamin, ça représente quoi pour toi, cette maison familiale? On en parle pas? Comment ça se passe? C'est intéressant. On en parle peu. On en parle peu puisque on est dans des cultures protestantes genevoises, hein, donc c'est la discrétion qui opère. Par contre, c'est des souvenirs d'avoir été dans notre immeuble historique à la rue de la Curaterie étant enfant pour d'aller voir un grand-père. Donc j'ai cette affection-là, des très bons souvenirs étant enfant, mais aucune projection particulière dans cette et on en reparlera après. Toi, du coup, t'es né à quel endroit?
Alors, j'ai un parcours un petit peu particulier et d'ailleurs, ce qui peut-être peut m'amener à justifier ou à expliquer la raison de ma présence ici, mais j'ai un double héritage puisque je suis breton du côté de mon papa et je suis donc genevois du côté de ma maman. Et ma maman porte le nom de Hensch et donc je représente la 8e génération de la famille Hensch. Donc, ce qui explique le lien que j'ai avec cette maison. Je suis né aux États-Unis. J'ai grandi à Genève où j'ai fait mes études. Des études d'ailleurs qui se destinaient à la diplomatie et pas à la finance. Donc, donc les parcours des fois. Et finalement, un parcours professionnel où j'ai eu beaucoup de chance puisque ma spécialité, c'était de pouvoir ouvrir des franchises pour les grands groupes à l'étranger, les grands groupes bancaires à l'étranger, et ce qui m'a amené au Mexique, en Uruguay, en Angleterre, en Arabie Saoudite. Donc j'ai eu de la chance de pouvoir être exposé à des marchés et des cultures très différentes. Bon, aujourd'hui, tu diriges la France, hein, tu vas nous en dire un peu plus. Comment finalement tu bascules et tu décides de rejoindre la maison familiale, c'est comme ça qu'on l'a nommé. C'était assez récent, je crois, tu vas nous en dire un peu plus. Mais ce qui m'intéresse, c'est le déclic qui fait que c'est probablement naturel, ou en tout cas c'est logique à un moment de ta vie de décider de rejoindre le groupe. Rejoint Lombardie en 2017, donc ça fait gentiment 8 ans. Et intéressant parce que dans ma discussion avec cette maison, ça a toujours été de comprendre quels étaient les besoins de la maison et est-ce que j'avais quelque chose à apporter. Donc déjà dans cette première interaction, et il s'avère qu'il y avait des sujets importants de next-gen, de réorganisation de nos équipes commerciales, de gestion de projet, de digitalisation, qui étaient des sujets qui était très important et qu'il le reste, on aura l'opportunité d'en discuter. Et si vous voulez, il y avait un vrai besoin de venir travailler sur ce sujet-là. Et là, je me suis dit que c'était une belle opportunité de le faire. Et il y a 4 ans, on m'a confié la responsabilité des activités de Lombardie en France. Donc on vient te chercher, c'est toi qui lèves la main, on en parle de temps en temps. Comment tu décides de rejoindre Non, l'aventure ? c'est un dialogue qui se crée petit à petit. Et puis qui se fait de façon très informelle et qui petit à petit se structure comme il n'y a aucune attente et aucune promesse. La réalité, c'est que le dialogue se fait parfaitement naturellement et en fait, on discute d'un enjeu plutôt que d'un parcours. Okay. Est-ce que tu veux nous dire 2 mots sur Lombardie en France, puisque ce sont les activités que tu diriges. Avec plaisir. Et puis ensuite, je te proposerai de passer à la deuxième partie de l'émission autour des enjeux de gouvernance. Très bien. Donc Lombardie en France, c'est d'ailleurs une des premières banques suisses à avoir ouvert un bureau ici à Paris. On y est depuis 2021, donc ça va faire gentiment 25 ans. 2001, pardon. Donc ça va gentiment faire 25 ans qu'on est à la même adresse, à la rue Royale. Et de nouveau, adresse qui nous tient particulièrement à cœur parce qu'elle a une grande histoire aussi. Et c'est intéressant qu'on vive des lieux. Hein. Je reviens au concept de maison. Le bâti, le lieu dans lequel on habite, fait partie de qui on est. Donc pour nous, c'était très important. Et du coup, depuis 4 ans, j'ai la chance de diriger ces équipes françaises avec une petite vingtaine de banquiers. Génial. On va passer maintenant aux 3 cercles. Et je voudrais qu'on essaye d'évoquer la manière dont vous êtes organisé en tant que maison familiale. Je crois que vous avez un modèle extrêmement particulier et je serais curieux que tu nous en dises un peu plus. Oui, c'est une gouvernance qui est assez unique et tu vas comprendre à quel point elle est importante aussi dans le développement de cette maison et dans son ADN. Nous sommes dirigés, notre maison est dirigée par un collège d'associés gérants où tous les mots sont importants. C'est 6 à 7 associés gérants aujourd'hui. Et il a la particularité, ce collège d'associés, d'être tripartite. On a pour ambition de toujours avoir une représentation familiale, puisque garant de l'ADN, de la continuité et de tout ce dont on a discuté dans cette première section.
On a une deuxième partie qui sont des gens qui sont issus des rangs de la maison et qui prennent des fonctions d'associés gérants. Ça, c'est éminemment important parce qu'on ne veut pas de plafond de verre. Et une troisième partie qui sont des profils extérieurs. On voyait déjà que c'était important dans l'histoire de Lombardier, mais ça l'est encore, si ce n'est plus, en tout cas, ça reste très important aujourd'hui. C'est d'avoir des gens qui sont représentants, qui viennent de l'extérieur et qui apportent une compétence, une expérience particulière sur un sujet et un enjeu du moment. Donc l'objectif est de toujours respecter un petit peu ces trois différents corps. On se distingue un petit peu dans le modèle puisque ces associés sont nos dirigeants dans l'exécutif, au contact des clients, et en même temps, ils sont nos propriétaires. Puisqu'on est un partnership, une société de personnes, d'action par commandite, où justement on reçoit l'ownership de la maison quand on arrive au collège d'associés. Ce qui permet d'ailleurs de décorréler complètement toute notion d'actionnariat avec la partie dirigeante. Et ça, c'est très important parce que ça vous garantit, une indépendance. Et ça, c'est un principe fondamental de notre maison. Et deuxièmement, la capacité de prendre des décisions à long terme. Et ça, on aura l'opportunité d'y revenir. Ce temps long dans le processus de décision, dans la projection, est extrêmement importante. Et ce temps long, il est garanti aussi par la mission que reçoivent ces associés gérants, qui est finalement de se dire comment est-ce que je peux remettre à la génération suivante une banque saine, qui a fait toutes les évolutions qu'elle devait faire et de la transmettre à la génération suivante. On avait un associé de la maison qui est responsable de notre conseil de surveillance et qui s'appelle Patrick Audier, et il avait pour habitude de le dire de façon assez simple et de dire je veux remettre la maison en meilleur état que dans lequel je l'ai reçue. En fait, le principe, il est assez simple. Donc cette dimension de transmission, elle est vraiment très, très importante. Et finalement, elle est renforcée par la dimension de méritocratie. Donc il n'y a pas de... Souvent, dans les familles, on a... En fait, il y a deux énergies. En fait, il y a l'énergie des familiaux qui, en fait, ont un désir de leadership. Et en fait, c'est tellement naturel qu'ils ne se posent même pas la question de savoir s'ils vont réussir à se fabriquer un prénom. Ils foncent. Et l'enjeu après, c'est comment on arrive à mixer les deux générations dans la transition avec l'ambivalence entre la now-gen qui dit qu'elle va partir et elle part jamais, et puis la next-gen qui dit qu'elle va prendre le pouvoir et puis qu'elle n'ose pas le prendre. Et puis il y a à l'inverse ceux qui se disent que finalement c'est plus confortable de prendre une carrière dans l'entreprise familiale, et eux ils n'arrivent jamais à se fabriquer un prénom parce que ils viennent pas chercher cette méritocratie dont tu viens de parler. Ce que je comprends, c'est que chez vous, en fait, ça n'existe pas, puisque avec votre modèle de société en commandite, en fait, on décide d'y aller, on en profite quand on y est, et puis quand on sort, c'est terminé. Il n'y a pas d'enjeu de transmission, de structuration spécifique à faire pour passer cet actionnariat. Non. Et cette méritocratie, donc du coup, on gagne sa place, on ne l'hérite pas. Et ça, c'est un élément qui est éminemment important. Et ça veut dire que finalement, la maison prime sur l'individu. Et ça sera toujours l'enjeu, le besoin de la maison qui justifiera d'un parcours dans la maison ou pas. Et un autre élément que tu touches du doigt qui est extrêmement important et que au contact de nos familles qui sont clientes, on voit très souvent, c'est le grand dilemme de la now-gen, c'est à quel moment on lâche le volant. Et ça, cette maison a été extrêmement claire en disant, en fait, à 65 ans, on rend les clés et c'est statutaire. Et alors, comment on fait parce que du coup, ce qui m'intrigue, c'est, tu l'as bien exprimé, tu as dit, ce collège, il a une triple représentativité, l'ADN de la famille, parce qu'en fait, ça va venir d'une certaine manière garantir les valeurs, les principes dont tu as parlé, l'histoire, le récit, la dynamique entrepreneuriale, capacité de faire des choix, et on en parlera après, parfois très engagés et parfois très précurseurs. Donc ça, on voit bien que c'est extrêmement important. Ensuite, tu as finalement les talents de l'entreprise qui évoluent et qui viennent apporter ce supplément d'âme. Et puis l'équivalent des administrateurs indépendants finalement qui vous permettent de prendre du recul et d'avancer. Mais alors du coup, comment tu fais
pour t'assurer qu'à chaque génération, et depuis 8 générations, Ouais. il y a des familiaux qui viennent, qui s'intéressent et qui ont les compétences. Parce qu'en plus, il faut avoir la performance. Ouais. Et en plus, quand tu portes le nom ou que tu viens de la famille, j'imagine que l'attente est encore supérieure. Il ne faut pas qu'il y ait un doute vis-à-vis des collaborateurs. Oui, oui. C'est la problématique qui se représente à chaque génération, forcément. Plusieurs éléments de réponse. La première, je pense, de nouveau, on n'est pas dans le contexte d'une famille. On est dans le contexte de plusieurs, et c'est friends and family. Hein. Donc, donc j'ai envie de dire, il y a un bassin de population qui est déjà plus large, où on retrouvera des gens qui ont ce sentiment-là, cette énergie dont tu parlais tout à l'heure. Deuxième chose, cette culture très forte permet néanmoins de garantir quand même qu'on ait toujours une représentativité, puisque puisant dans ce bassin-là, la maison a toujours été ouverte à proposer des parcours dans la maison et tout ça. Donc finalement, ce que je veux dire par là, c'est que c'est aussi un entonnoir, dans la mesure où on a la possibilité d'entrer dans cette maison. Par contre, aucune garantie sur le reste du parcours, ça se fera individuellement, mais il y a cette possibilité de venir travailler au sein de l'entreprise. Est-ce que tu peux nous dire combien il y a de représentants aujourd'hui de la famille dans les rangs de Lombardier ou c'est quelque chose qui est confidentiel? Je ne crois pas que ce soit confidentiel. Ça se compte sur les doigts de la main aujourd'hui. Mais de nouveau, ça peut évoluer très rapidement, puisque certains trouveront peut-être d'autres destinées. Et à l'inverse, on a peut-être des gens qui viendront nous rejoindre dans la maison aussi. Donc c'est très mouvant. Ce qui est assez intéressant, c'est que normalement, quand je rencontre des familles comme la tienne, hein, qui ont cette histoire et 7, 8, 9 générations, on est ce qu'on appelle souvent sur des familles à large actionnariat. Pardon. Donc j'ai 400, 500, 600, 700 actionnaires. Bien sûr. Et comme la famille est organisée avec ce large actionnariat, ils savent exactement combien il y a d'actionnaires dans la famille. Ils comptent les conjoints et Bien donc sûr. ils sont en capacité de te dire, ben voilà, nous on est 500 actionnaires, 200 ou 150 dirigeants ou travaillants dans l'entreprise, etc. Vous, c'est pas le cas. Ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas de travail spécifique sur l'affectio familiae et societatis, comme ça peut être le cas dans d'autres familles. Societatis probablement, familiae non. Chacun le vit au sein de son environnement. De son environnement. Ok. J'aimerais bien qu'on aborde un dernier point sur cette partie. Quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est votre prise de décision au niveau de ce collège des associés qui se prend à l'unanimité. Et tu vas nous en dire un petit peu plus. Et cette culture du consensus qui est importante chez vous. Alors, tu touches du doigt un point très important. Alors, c'est une culture éminemment suisse, hein, mais est inscrit dans les statuts de notre maison justement cette obligation de prendre des décisions collégialement et dans la majorité des cas à l'unanimité. Et en fait, c'est très intéressant puisqu'on a une diversité de représentations à la tête de cette maison. Si vous forcez le consensus, ou en tout cas vous avez pour ambition de l'atteindre, forcément, vous allez prendre des décisions qui sont pour le long terme, qui ont une certaine stabilité et qui permettent quand même d'avoir à la tête de la maison des gens qui sont obligés de s'entendre. Et donc ça se cultive, j'imagine. Ça se cultive. Et c'est inscrit. Mais c'est inscrit. Ok. Est-ce qu'on parle de la place des conjoints dans la dynamique de votre famille particulièrement ou pas du tout? Non, c'est intéressant et si on revient dans l'histoire de la maison, au 19e, et je parlais du lien entre les affaires et la famille qui était très ténu. Et c'est vrai pour les conjoints, puisque on avait
on a eu des femmes d'associés qui venaient de familles très académiques, notamment dans la physique, des familles d'ingénieurs. Ok. Et ça, c'est très très important parce que c'est ce qui nous a permis au 19e d'investir ou d'avoir la connaissance pour investir dans l'innovation de l'époque, qui était le chemin de fer et l'électrification. Ok. Donc, ce rôle qui n'est pas un rôle formel, mais on voit ce rôle d'influence qui était extrêmement important. J'adore l'histoire parce que je trouve que de nouveau, on arrive à démontrer que la dimension familiale représente un vrai enjeu dans l'évolution de cette maison, même sur le business concret. Et au 20e, pendant le 20e, et parce qu'on devait maintenir les noms dans la raison sociale de l'entreprise, on a eu plusieurs femmes qui sont devenues associées pour justement garantir cette raison sociale. Donc c'est pour ça qu'on voit que dans l'histoire de la maison, ma grand-mère a été associée de cette maison pendant quelques années pour cette raison-là. Ok. Ça te rend fier, toi, de cette histoire? Comment tu le vis? Peut-être comment t'en parles à tes enfants de ton métier, mais aussi de cette histoire-là? Ça me rend éminemment fier. Et en fait, ce que je trouve très intéressant, c'est que ça donne une certaine légitimité dans l'accompagnement de nos clients, dont les thématiques sont les mêmes que les nôtres. Et c'est vrai que rien que de par la comparaison d'expérience dans ce dialogue-là, le fait d'avoir cette expérience-là permet un rapport qui est assez particulier et permet aussi d'accompagner les clients dans des sujets qui sont éminemment émotionnels. Parce que quand on touche au business, on touche aux hard facts, on touche aux KPIs, mais quand vous êtes dans l'environnement de la famille, vous êtes dans l'accompagnement, dans la gestion émotionnelle aussi. Ce n'est pas à toi que je vais l'apprendre, tu sais ça mieux que moi, mais cette dimension-là, elle est éminemment importante. Et en fait, la dimension académique est importante, l'expérience joue un rôle énorme. Ouais, en fait, vous avez réussi depuis 8 générations à être des entrepreneurs qui finalement accompagnaient les entrepreneurs au quotidien, et c'est vrai que ça change, j'imagine, la relation dans les relations et dans peut-être la typologie de clientèle que vous attirez. Oui, oui et non, parce que c'est un dialogue, c'est un rapport qui est en fait assez universel. Et même si vous êtes un entrepreneur de première génération, le fait d'attirer leurs attentions alors qu'ils sont à fond dans leur boîte, hein, et on sait de qui on parle, mais le fait de pouvoir leur apporter ce temps de recul et de leur dire vous avez le succès que vous êtes en plein dans le développement de votre business, mais n'oubliez pas, il y a une next-gen, il va y avoir de la transmission, il y a de la structuration à faire, il y a de l'organisation. Et ces éléments-là, même sur un entrepreneur de première génération, c'est éminemment important. Donc, quelque part, je ne dirais pas que le positionnement nous catégorise sur une typologie de clients. Non, dans ce sens-là, je pense qu'on arrive à s'adresser de façon assez large à tout le monde. Donc, juste pour terminer sur cette partie-là, et moi j'aime bien cette thématique des conjoints parce que dans les familles que je rencontre régulièrement, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué parce que il y a ce sujet de l'actionnariat et de toute la complexité qu'il peut y avoir lorsque tu mélanges les trois cercles. Et en fait, quand tu mélanges les conjoints, tu mélanges le cercle de la famille avec le cercle de l'actionnariat et parfois du business. Donc, il y a des familles qui ont tendance à dire non, et pas pour rejeter les conjoints, mais pour éviter les conflits de famille. Ouais. Et en même temps, ces conjoints peuvent se sentir rejetés parce que c'est quand même les parents des futurs actionnaires. Et donc, souvent, on entend des verbatims comme il y a la famille et il y a l'autre famille. Ouais. Et c'est beaucoup plus simple avec l'autre famille. Ouais. Ce que j'entends là, c'est que finalement, un conjoint, il a autant de possibilités, s'il suit le modèle de la méritocratie, de s'intéresser à cette aventure et à cette maison, s'il le souhaite. Absolument vrai. D'autant plus que, et je crois que l'histoire le démontre, il y a un pouvoir d'influence. Et donc, si c'est une influence positive, forcément, c'est contributeur. Donc, il faut jamais négliger les conjoints. Génial. On va passer à la dernière partie, Edouard, si tu veux bien. Avec plaisir.
Et donc, nous rentrons maintenant dans Génération Impact. Alors, cette partie, on peut mettre plein de choses. On est dans un moment de notre existence où on parle beaucoup d'impact social et environnemental, mais c'est aussi la partie de la Next Gen. Et si tu veux bien, j'aimerais bien qu'on commence par cette partie-là. Ouais, La Next Gen, pour vous, c'est quoi? Ça représente quoi? C'est quand? Est-ce que c'est quelque chose qui vous anime en ce moment ou c'est pas le sujet? j'ai envie de dire, ça représente tout. Parce que, et pour reprendre l'enjeu tout à l'heure de dire il faut avoir le respect scrupuleux de notre ADN, de notre savoir-faire, de nos valeurs, mais cette capacité d'être constamment en mouvement, d'innover. Alors chez nous on appelle ça rethink everything. Mais ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire prendre l'environnement dans lequel on vit et de venir l'analyser, le repenser et de bâtir des convictions pour s'assurer qu'on arrive à répondre à ces enjeux-là et à ces besoins-là. D'où le sujet de NextGen, et le sujet de NextGen est extrêmement large. Si je commence par la tête de la maison, il faut s'assurer, et c'est une des missions d'ailleurs du Collège des associés, d'avoir toujours, ou de tendre à avoir toujours une approche multigénérationnelle. Et on a au 1er janvier de cette année l'arrivée d'un nouvel associé qui s'appelle Xavier Bonin, qui vient de ces familles fondatrices, à la 6e génération. Et ça, pour nous, c'est éminemment important parce qu'il apporte justement la garantie les des vues valeurs. de sa génération. Et la Exactement. garantie des valeurs. Et la garantie des valeurs, absolument. Donc ça, c'est à la tête de la maison. Après... Je te coupe, mais quand tu dis, parce que je t'ai coupé au moment, il apporte aussi la vue de sa génération. Oui. Et alors, c'est quoi la vue de sa génération qui change par rapport à celle d'avant? La vue de cette génération-là, c'est une génération aujourd'hui dont les besoins, en tout cas vis-à-vis de notre industrie, a changé. On est dans la culture de l'immédiateté. On est dans la culture de la valeur ajoutée immédiate. Il y a une certaine anxiété sur certains sujets. Alors, on aura l'opportunité de revenir, mais sur la dimension transition environnementale, bien évidemment. Mais aussi, et c'est probablement quelque chose d'un petit peu nouveau aujourd'hui, une certaine anxiété par rapport à l'état du monde. Et pour nous, c'est d'avoir au sein de ce collège d'associés quelqu'un qui puisse représenter un petit peu ces besoins-là et de s'assurer qu'on puisse y répondre. Et comment on y répond? Évidemment, c'est d'avoir à la tête de la maison quelqu'un qui continue à bâtir pour le futur. Ils le font tous, mais lui avec cette nouvelle vue justement. Mais c'est aussi dans nos équipes. Et on est un métier de relationnel, donc il faut qu'on s'assure que dans nos équipes, on puisse faire évoluer la Next Gen avec des programmes d'associés, ce genre de choses, où on fait monter des jeunes dans nos structures. En plus, on a des cultures très particulières, donc il faut que ce soit des gens qui s'y sentent à l'aise. Et puis après, c'est la Next Gen de nos clients. Et je vous parlais de l'exemple de familles qu'on suit depuis 5 générations. Chaque génération, on doit se reprouver et de démontrer que la banque de la famille, ça peut être ta banque aussi. Et donc, il y a cet enjeu perpétuel de remise en question. Vous avez des clients que vous suivez depuis 5 générations. Et je connais une famille incroyable sur la 5e génération. Et c'est intéressant parce que c'est un phénomène qui ne va que s'accélérer, on parle aujourd'hui, on estime alors, j'espère que je vais avoir les chiffres justes, mais on parle de 31 000 milliards de dollars qui sont la transmission de patrimoine de la génération des baby boomers vers la génération suivante. Et ça va se passer sur les 10 prochaines années. Alors, vous voyez l'enjeu en termes de transmission familiale toute la journée. Et en même temps, tu te dis, c'est aussi d'un point de vue entreprise, d'un point de vue business, c'est un vrai driver dans la stratégie du groupe. Ouais. Bon, là, on a plein de chiffres là-dessus, notamment en France. Des études de la BPI ont montré que en fait, tu as à peu près 50% des ETI qui doivent être transmises dans les 10 prochaines années. Ouais. Et elles sont globalement pas du tout organisées pour le faire et réussir. Parce que justement, elles manquent de professionnalisation de la famille. Et dans l'industrie du family office, par exemple, historiquement, les family office venaient aider ces familles à gérer leur cash d'une certaine manière.
Or, les familles entrepreneuriales, souvent, le cash est dans l'entreprise. Oui. Et donc, instinctivement, elles ne vont pas aller structurer une démarche de famille office pour professionnaliser la famille, et qui ne fait pas que gérer du cash, en fait. Elle vient aussi travailler les enjeux civils, fiscaux, patrimoniaux, mais également aujourd'hui d'orientation entrepreneuriale, d'innovation pour adresser ces enjeux, et puis d'intégration de la nouvelle génération. Ouais. Et donc ça amène des compétences supplémentaires à celles qui existaient avant, parce que tu as raison, le monde change, mais la finance change aussi. Bien sûr. Et donc c'est ça qu'il faut adresser. Moi, je me rappelle d'un truc, je te redonne la main. Vous aviez fait quelques campagnes publicitaires sur les Next Gen. Alors je me rappelle les quelques photos qu'il y avait et qui étaient assez intéressantes. Et en gros, la photo montrait la Next Gen, Oui. mais c'était des enfants, je crois, c'est ça? Oui, absolument. Et c'était cette campagne qui visait toujours à décaler un mot par rapport à une image. Et si on parle de la même, c'était celle d'enfants avec écrit CEO dessus. C'est ça. C'était de démontrer que forcément, on élève les prochains CEO de ces maisons. Exactement. Quels sont les enjeux? Tu voulais Non, rajouter quelque chose? un élément qui est pour moi très très important, et tu disais que le monde de la finance change, et je suis parfaitement d'accord avec toi. Je pense que c'est probablement une des industries qui a le plus gros potentiel de disruption. Et il y a un enjeu qui est très important pour notre industrie, c'est la technologie. On le voit, hein, c'est le sujet du moment, on sort de Vivatech, mais je crois que l'adoption de ces nouvelles technologies peut être extrêmement différenciante dans nos modèles d'affaires. Et donc on doit surveiller ça d'extrêmement près pour s'assurer qu'on puisse évoluer. Et c'est intéressant parce que de nouveau, si je reviens dans l'histoire, et je le mentionnais au tout début, ce qui peut paraître un peu surprenant puisque on disait qu'on faisait de la banque privée, on fait de l'asset management, mais on a aussi une activité technologique. Et ça provient simplement du fait que justement cette quête d'indépendance toujours, on s'est rendu compte il y a une vingtaine d'années qu'on n'arrivait pas à trouver d'outils qui correspondaient à la spécificité de nos maisons, à la taille de nos maisons. Et donc on s'est dit, on a des bons banquiers, on va aller chercher des développeurs et on va monter un outil. De nouveau, preuve un petit peu de cette démarche entrepreneuriale. Et on a monté notre propre plateforme bancaire qui a eu un certain succès puisqu'elle marchait bien, à tel point qu'on a décidé de la mettre à disposition de notre banque. Et aujourd'hui, vous avez 11 autres banques en Europe qui tournent sur notre infrastructure informatique. Okay. Et sur les 3000 employés dont je parlais avant, on en a 700 qui travaillent dans la technologie. Donc c'est des rapports qui sont extrêmement... Enfin, c'est des montants, c'est des chiffres qui sont extrêmement surprenants, mais qui démontrent deux choses. D'abord, le côté entrepreneurial. Deuxièmement, cette quête d'indépendance. Et sur ce point-là, on voit de nouveau que la technologie et l'informatique va être extrêmement importante pour nous. D'où l'importance de toujours rester très au fait de ce qui se fait en ce moment. C'est super intéressant parce qu'en fait, c'est l'orientation entrepreneuriale distinctive qui fait que les familles, elles passent. Et donc là, quand tu parles de finalement de ces investissements dans la tech, vous avez investi dans la tech, hein, qui est le mot du moment, vous l'appelez peut-être pas comme ça, mais finalement, quand tu vois qu'il y a un quart, un tiers de tes... Non, un quart, un cinquième de vos équipes qui sont dédiées à cette activité-là, on voit bien que l'orientation entrepreneuriale distinctive, chaque génération, elle prend tout son sens là, en ce moment, dans le 21e siècle. C'est vrai. Et d'ailleurs, c'est un mindset qui doit se perpétuer, d'autant plus qu'on peut arguer que ce qui arrive maintenant en termes d'intelligence artificielle, etc., va de nouveau être une révolution et il va y avoir une accélération extrêmement importante sur ces technologies-là. Et c'est intéressant parce que ce sujet-là permet d'illustrer aussi un petit peu le côté décision à long terme. Et il y a 4 ans, avec un associé de la maison, s'est posé la question de savoir est-ce qu'on a vocation à continuer à faire ça en sachant que tout s'accélère autour de nous, qu'on est une entreprise technologique certes, mais que le cœur de notre métier reste l'investissement. Et en fait, dans le calcul coût-opportunité, on s'est rendu compte que la plus-value que nous donnait d'être patron chez nous, et on sortait du Covid notamment, donc ça nous a été encore plus prouvé à ce moment-là, nous a démontré qu'en fait, il fallait qu'on reste maître de notre destin sur ce sujet-là. D'où décision d'un investissement il y a 5 ans assez massif
pour venir réinvestir dans la plateforme, parce que forcément, les plateformes, il y a une dette technologique, il faut continuer à travailler, etc. Donc il y a eu une décision consciente de se dire, bon, bah ça, c'est un enjeu stratégique de notre business, donc il faut qu'on réinvestisse dedans. Et c'est intéressant parce que si je me projette dans un grand groupe, on aurait probablement, ça aurait été beaucoup plus difficile comme décision à prendre, parce que forcément, tu fais pas l'investissement. Bah, on est top exec, on a un mandat de 5 ans. Est-ce que vous allez vraiment prendre une décision qui va vous coûter beaucoup d'argent, disrupter votre business pendant longtemps, parce qu'on ne réingénierait pas une plateforme technologique sans disrupter un petit peu le business, pour que finalement ça profite 5, 10 ans plus tard à ceux qui viennent après. Est-ce qu'on prend cette décision? Probablement, parce qu'on est un bon exec, mais ça démontre le côté difficile. Quand vous portez une maison et votre objectif c'est de la transmettre à la génération suivante, la décision elle se prend très rapidement. Non, je pense que alors, bien sûr, ça dépend des organisations, mais c'est pour ça qu'ensuite il y a du build-up. C'est pour ça que ces entreprises elles fusionnent, elles ont besoin d'être plus grosses et justement elles trouvent aussi des archétypes ou des artefacts pour répondre à l'urgence de leur besoin de résultats qui est demandé par les marchés et leur fonction de manager dirigeant. C'est vrai d'ailleurs qu'en termes de gouvernance, il y a pas mal de bouquins qui sortent là-dessus aujourd'hui sur où sont les pouvoirs. Et dans les grands corpos, les pouvoirs sont à la main des dirigeants, très fortement, en tout cas ceux qui sont tout en haut de la pyramide, qui à un moment ont une influence sur le destin de l'entreprise telle qu'ils ont un poids sur cet actionnariat qui est souvent très diversifié. Même s'il y a toujours quelques gros à la table de capitalisation, mais ils n'ont pas 50% du capital. Là où dans les entreprises familiales, même lorsqu'elles sont cotées, on travaille sur 4 capitaux. Tu as bien sûr le capital financier, mais tu as aussi le capital réputationnel, tu as le capital humain de la famille, et tu as le capital sociétal, dans lequel tu as le social et l'environnemental. Et donc, c'est des familles qui voient l'investissement différemment, parce que, en fonction de ce que ça va avoir comme impact sur le capital réputationnel, elles vont peut-être le faire différemment, ou elles vont le faire très fort, en se disant c'est important qu'on y soit. Ouais, très intéressant. Ouais. Justement, ces enjeux sociétaux, aujourd'hui, est-ce que ce sont des enjeux pour vous? Est-ce que vos clients sont demandeurs? Comment vous abordez ça? Est-ce que vous êtes plutôt suiveur, plutôt précurseur? Comment ça se passe? Merci de la question, parce que c'est évidemment un enjeu très important et qui d'ailleurs justifie un positionnement assez fort de la maison sur ces enjeux-là, notamment environnementaux. Et si vous voulez, quelque chose qui vient de notre histoire aussi, avec beaucoup de décisions qui ont été prises avec cette conscience de ces 4 catégories dont tu parlais avant, et notamment l'impact qu'on a sur la société autour de nous. Le positionnement qu'on a sur les sujets environnementaux, RSE, est très important. L'était au moment où tout le monde en parlait. Et reste aujourd'hui très important, où tout le monde en parle beaucoup moins. Évidemment pour des raisons qu'on comprend et qu'on connaît, qui sont l'état du monde qui devient complexe, de plus en plus fragmenté. Donc forcément, ça enlève l'attention de nos sujets de transition écologique notamment. Et j'écoutais ce matin à la radio qu'il y a une étude qui vient de sortir, ou qui est en train de sortir, et qui aurait tendance à démontrer que l'enjeu des accords de Paris de 1,5 degré maximum, en fait, il est devenu inatteignable. Donc, ce qui démontre que malgré toutes les agitations du monde en ce moment, la réalité c'est que ces enjeux-là restent extrêmement importants, et il faut qu'on reste un maximum focusé là-dessus. Comment on évite de tomber dans le greenwashing, puisque moi je suis d'accord avec toi, avant Covid, on n'en parlait pas tant que ça. Et puis d'un coup, il y a certaines banques retail, notamment, quand tu vois leur publicité à la télé, tu as l'impression qu'en poussant la porte, tout devient vert. Donc comment on fait pour rester authentique sans faire de greenwashing, et en même temps dans un marché extrêmement complexe où on doit lier tellement de sujets qui sont en conflit d'intérêts? Comment vous abordez ça chez vous? Et sans parler de ce qu'ont fait les autres, mais je crois que tu as mis le doigt sur les sujets les plus importants. Il y a une énorme complexité à cette thématique-là.
à tout point de vue, notamment régulatoire, ce qui fait que c'est un environnement très difficile à naviguer. Ça, c'est le premier point. Je pense que tout repose sur la sincérité de la démarche et sur la façon dont on va implémenter ces différentes politiques. Et les choix qu'on a fait, nous, étaient assez forts. Le premier a été de venir corroborer ce qu'on faisait par des certifications. Et on s'est dit, et c'était de nouveau une décision assez courageuse parce qu'aucune banque de notre catégorie, je dirais, n'avait jamais eu cette certification. On est allé chercher la certification B Corp. Ce qui est évidemment une certification qui est importante et très crédible, parce qu'on s'est dit, écoutez, il y a ce qu'on dit, mais après, il y a ce que disent une organisation qui est extrêmement crédible sur le sujet et qui vient voir non seulement votre empreinte en tant qu'entreprise, mais vient voir aussi la façon dont vous exercez votre métier. Donc forcément, c'était important. Et si vous voulez, le risque réputationnel, puisqu'on en parlait avant, de ne pas obtenir la certification était peu important, j'ai envie de dire, puisque personne ne l'avait eu avant. Le risque pour nous de le perdre une fois qu'on l'avait obtenu, là, ça devient plus compliqué. Et donc, vous voyez, on s'est dit, si on arrive à obtenir cette certification-là, derrière, ça nous force aussi à être en adéquation complète avec les enjeux de notre époque. Et il y a 2 ans, on est passé à travers le processus de recertification, qui était probablement encore plus dur que le processus d'adhésion à DPA. Et on est très heureux d'avoir réussi à le passer en augmentant même notre score. Donc quelque part, c'est de créer ça. Il y a une deuxième dimension qui est pour nous très importante, c'est que dans un débat qui devient très vite moral, émotionnel, c'est de venir aux fondamentaux de ce qu'on fait. On est une maison d'investissement, donc on gère des capitaux. Et donc, il y a 2 aspects. Il y a la gestion des risques, et de s'assurer que dans une transition où il va y avoir des perdants, on veut s'assurer que des entreprises qui n'ont pas compris, qui n'ont pas su évoluer, qui n'ont pas su faire évoluer leur business model à temps, on veut s'assurer qu'on ne soit pas investi dedans. À l'inverse, une révolution veut dire des J-curves, des courbes en J. Et forcément, vous voulez vous assurer que sur ces entreprises qui auront compris, trouver un modèle d'affaires qui vient renforcer cette transition et qui va en bénéficier, on veut s'assurer d'être investi dedans. Donc c'est revenir à ces fondamentaux-là. Et ça veut dire aussi, et on peut revenir sur le sujet de la complexité, il y a une complexité, parmi toutes ces complexités-là, c'est la complexité de la donnée. Et finalement, quand on ne sait pas faire, il faut aller chercher des partenariats. Et c'est un partenariat qu'on a noué avec l'Université d'Oxford pour justement s'assurer qu'on puisse réancrer avec ces chercheurs-là. Et on a même internalisé plusieurs dizaines de chercheurs dans nos effectifs pour qu'on ait une lecture d'analyse financière, mais qu'on ait aussi cette double lecture aussi du côté. Génial. On arrive à la fin de l'émission, Édouard, je pense qu'on pourrait y passer beaucoup de temps. Est-ce que tu peux me dire assez rapidement comment vous abordez les sujets de philanthropie? Oui. Il nous reste vraiment quelques minutes, et puis ensuite on clôturera cette émission. C'est un sujet qui est très important parce que, de nouveau, très important pour nos clients d'aussi avoir un impact en dehors de leurs entreprises, en dehors de leur famille, d'avoir un impact sur la société qui les entoure. Et la philanthropie reste un levier qui est éminemment important. Mais c'est aussi assez complexe parce que forcément, de nouveau, vous êtes dans l'émotion du sujet, mais vous êtes aussi dans la structuration, dans la façon dont vous voulez le faire. Et donc, il y a un vrai accompagnement à pouvoir proposer sur ces sujets-là. Et j'ai un exemple que j'aime énormément parce que c'est la fondation abritante pour les clients de Lombardier qui s'appelle Philanthropia. Et il y a une histoire qui est particulièrement jolie puisqu'il y a un couple de clients de la fondation, je ne sais pas qui c'est du côté de la fondation, qui n'avait pas d'enfant et qui a décidé de léguer sa fortune pour le patrimoine français. Et du coup, on s'est rapproché de Versailles parce qu'on s'est dit quel monument plus représentatif. Et d'ailleurs, il y a un vrai attachement des Français pour Versailles, mais aussi des étrangers pour la visibilité et le rayonnement de la France dans le monde.
Et on s'est rapproché de Versailles, et donc du coup, ça nous a permis de développer une relation de mécénat avec eux. Et grâce à ça, on a eu la chance d'être récompensé par le titre de grand mécène de la culture française pour la Fondation. Donc on est très heureux de ça. Bravo. Ah, j'ai une dernière question très rapide, c'est la coutume dans cette émission. Si cette maison familiale, Lombardier, était un membre de ta famille, qui serait-il ou qui serait-elle et de quelle génération? Oui, c'est une bonne question. Et pour ne pas te trahir de secret, je savais que cette question venait, donc j'y ai beaucoup réfléchi, mais ça ne m'aide pas forcément dans la réponse. Pourquoi? Parce que la maison Lombardier, comme je le disais, c'est plusieurs familles, c'est beaucoup d'individus et c'est beaucoup de générations. Et en fait, c'est ce collectif-là qui permet que cette maison a perduré. Donc c'est très difficile. Alors je vais parler d'un point de vue purement personnel. Et pour moi, j'ai presque envie de dire un grand frère. Et pourquoi le grand frère? Parce que, d'ailleurs ça pourrait être grand frère ou ça pourrait être grande sœur. Mais pourquoi? Parce que le grand frère, c'est celui, quand on grandit dans une fratrie, qui nous inspire, à qui on veut ressembler, on veut réussir on veut appartenir à son cercle, on veut se prouver à lui. Et en fait, petit à petit, en grandissant, on se rend compte que dans la fratrie, on développe une personnalité, une valeur ajoutée, et puis finalement, on se rend compte qu'en étant nous-mêmes, on arrive à contribuer et à apporter une pierre à l'édifice. Génial. Et donc, je trouvais que cette démarche-là, cette représentation-là, elle était intéressante. Eh bien, merci, ça sera le mot de la fin. Je voudrais vous remercier d'avoir suivi cette émission. Bravo à toutes les équipes techniques pour l'organisation et le montage de l'émission. Et à très bientôt pour une prochaine émission de Génération Impact.